Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes bien sûr ancien ministre de l'Éducation nationale de Nicolas Sarkozy. Vous étiez porte-parole également. Vous avez été réélu député. Je voudrais qu'on commence d'abord par l'actualité du jour, puisqu'il y a eu cette agression antisémite d'un jeune homme dans le train Toulouse-Lyon. Il venait de l'école dans laquelle Mohamed Merah avait commis ses crimes. Et il vient naturellement à l'esprit, qu'est-ce qu'on a fait à l'école pour enseigner aux enfants l'acceptation de l'autre, la fin d'un discours qui souvent se révèle comme antisémite. Il y a un dossier dans le Nouvel Observateur cette semaine qui raconte un peu ce que certains professeurs ou instituteurs disent. Voilà, j'ai des élèves à 8 ans qui me disent « moi, j'aime pas les juifs ». Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait assez? Est-ce que cette dernière année a été particulièrement dure dans ce domaine-là? Alors, ce drame, finalement, m'inspire deux réflexions. D'abord, premièrement, l'indignation. Il faut toujours, en permanence, au quotidien, s'indigner quand il y a des agressions antisémites dans notre pays. Et ça nécessite, ça justifie la mobilisation générale des services de l'État. Je l'ai fait quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, je pense l'avoir montré à plusieurs reprises. Et puis deuxièmement, ça montre que, vous savez, c'est normal qu'on parle de ces drames. L'école, c'est 12 millions d'élèves, 1 million d'enseignants. Donc malheureusement, tous les jours, on assiste à des drames épouvantables. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas, je reviens sur ma première idée, s'indigner. Voilà. Donc la riposte doit être forte. Nous avons beaucoup travaillé avec les différentes communautés sur les programmes, sur, j'allais dire, la façon dont on enseigne la discipline, le civisme, l'éducation. Moi, j'étais partisan, par exemple, de mettre au baccalauréat une épreuve de ce qu'on appelle l'ECJS, c'est-à-dire l'éducation civique, parce que je pense que c'est fondamental. C'est au brevet cette année. C'est au brevet, ouais. Mais je pense que ce serait utile que ce soit au baccalauréat. Voilà, et je pense que c'est en allant dans cette direction qu'on arrivera à éradiquer ces pratiques qui sont monstrueuses et qui sont le contraire de ce qu'est l'école républicaine. C'est vrai que là, apparemment, selon le ministère de l'Intérieur, ça a augmenté de 46% entre avril-mai de l'année dernière et cette année, quoi. Alors, il faut regarder les statistiques de près. Hein. Encore une fois, c'est notre devoir d'être aux côtés des communautés qui sont agressées et qui ne peuvent pas s'exprimer librement dans le cadre de la République. Et les institutions de la République doivent le faire. Je l'ai fait comme ministre de l'Éducation nationale. Je ne doute pas de la mobilisation de l'actuel gouvernement sur ce sujet. Je crois que ça ne doit pas être un sujet de polémique. La concertation pour la refondation de l'école de la République. Grande réunion aujourd'hui au sommet à la Sorbonne. On va voir quelques images sous la présidence, entre guillemets, du Premier ministre, sous la direction du Premier ministre, avec Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, qui a invité donc à débattre tous les personnels de l'éducation pendant plusieurs semaines avant de mettre au point un projet de loi pour l'automne 2012 ou début 2013. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est fait un peu dans l'esprit du gouvernement pour prendre un nouveau départ sur l'école? C'est quand même une critique implicite et explicite, évidemment, de votre bilan. Ça ne m'a pas échappé, ça. Écoutez, ce gouvernement est un peu curieux parce que si on regarde objectivement les choses, hein, je ne veux pas faire de l'opposition systématique, la Grèce s'effondre, l'Espagne suffoque, l'Allemagne accélère et la France, elle concerte. Cherchez l'erreur. Dans tous les sujets, on va concerter. Vous savez, l'école aujourd'hui, elle a moins besoin de concertation que d'action. La concertation, elle a eu lieu depuis des mois, depuis des années. J'ai été 3 ans ministre de l'Éducation nationale. Nous avons par exemple mené une concertation d'1 an et demi sur les rythmes scolaires. Donc les débats, les discussions, ils ont lieu. Maintenant, c'est les décisions qui doivent venir. Donc vous dites au gouvernement, il faudrait agir tout de suite. Alors, lorsque Vincent Peillon annonce par exemple qu'il supprime, qu'il rallonge les vacances de la Toussaint, qu'il prend des décisions, ça vous paraît normal? Il vaut mieux aller dans ce sens. Ça me prend normal de prendre des décisions, mais on n'est pas obligé de prendre de mauvaises décisions. C'est un peu curieux que Vincent Peillon nous explique qu'il veut refonder l'école et que la première mesure soit de rallonger les vacances scolaires. Il nous avait expliqué qu'on ne travaillait pas assez en France. Première grande décision du gouvernement, c'est de rallonger les vacances scolaires. Ça devrait être rattrapé par les journées de fin des... Mais si vous voulez, symboliquement, voilà. Deuxième mesure, c'est par exemple de considérer que le travail qui a été mené depuis 2 ans sur des nouveaux moyens d'évaluation des enseignants est bon à mettre à la poubelle et on abroge le décret que j'avais signé avant
mon départ et on renvoie, hier au Conseil des ministres, la directrice des ressources humaines du ministère, qui est pourtant un grand serviteur de l'État. Voilà, ce sont des pratiques un peu curieuses, quoi. En même temps, cette concertation, donc vous dites en gros, elle ne sert à rien. C'est quoi? C'est pour la Bah, pour épater la galerie? Les concertations, on en a tous fait. Le problème, c'est d'agir aujourd'hui. L'école, elle a besoin d'action. En même temps, elle n'a pas besoin d'artifice. Elle n'a pas besoin de coûts. Le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas un ministère des coûts où on veut essayer d'épater, d'éclater. C'est un travail de long terme, un travail qui est nécessaire. Moi, la refondation de l'école, pourquoi pas? Mais il s'agit d'agir. Et ce qui me préoccupe... Il y avait quand même du mécontentement, il y avait quand même un sentiment ou d'exaspération, d'incompréhension de la part d'un certain nombre d'enseignants, parfois de certains parents, parfois... bon, voilà, et notamment sur les effectifs, quelle qu'en ait été la nécessité que vous justifierez comme membre de l'ancien gouvernement, il y a eu un grand... Parlons des effectifs. La grande annonce de ce gouvernement, c'est de créer 1000 postes d'enseignants supplémentaires dans le primaire pour la rentrée. Vous savez combien il y a de classes en primaire en France? Il y en a plus de 200 000. Donc ça veut dire que ces 1000 postes supplémentaires à la rentrée, c'est un changement dans 0,5% des classes. Donc dans 99,5% des classes, à la rentrée, il n'y aura pas de changement. Donc tout ça, c'est artificiel. Tout ça, c'est de l'esbrouf. Ça n'est pas de l'action. C'est du flou. Et c'est le contraire de ce dont a besoin notre pays. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention hier le Premier ministre pour le discours de politique générale. Ce n'était pas un discours de politique générale, c'était un discours de généralité politique. C'était flou sur l'ensemble. Voilà. Alors, en même temps, il a dit une chose, et on va écouter là-dessus Vincent Peillon. Il a dit la priorité, c'est l'école. Et du coup, il n'y aura pas de suppression de postes, il y aura des augmentations de postes, 60 000 en 5 ans. Sans expliquer où on les prend, sans expliquer comment on les finance. Puisque le Premier ministre a dit hier, oui, nous tiendrons notre engagement sur les 60 000 postes, mais nous allons aussi créer 5 000 postes chez les policiers et les gendarmes en 5 ans, et la justice. Par an. Oui, sauf qu'on nous explique que ce sera à effectif constant dans la fonction publique. Donc on va supprimer 65 000 postes d'infirmières, 65 000 postes d'agents territoriaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de réponse. En même temps, vous avez supprimé 14 000 postes à la rentrée, cette rentrée. Je me demandais si vous n'étiez pas peut-être un peu jaloux que l'éducation soit portée au nu et soit privilégiée. Je voudrais qu'on écoute Vincent Peillon parce qu'on lui a posé cette question aujourd'hui en lui disant bon, bah, l'éducation, ce sont des privilégiés, les fonctionnaires de l'éducation par rapport aux autres. Écoutons ce qu'il en dit. Il n'y a pas de privilégiés, je voudrais que tous les Français le sachent. D'abord parce qu'à la rentrée 2012, c'est l'éducation nationale qui va être la plus affectée. 13 000 quand même encore suppression d'emplois après toutes ces années. Donc ça fait partie de la refondation d'apprendre à bien calculer. Mais 90%, vous le savez, des heures supplémentaires dans la fonction publique, c'est l'éducation nationale. Ce sont nos professeurs qui contribuent à cet effort d'intérêt national. Donc il n'y a pas de privilégiés. Oui. Une remarque par rapport à cela, qui va attaquer finalement l'éducation nationale à la prochaine rentrée? Le gouvernement actuel. 2 exemples. Le gouvernement actuel a décidé de supprimer les heures supplémentaires. Comme Vincent Peillon vient de le dire, les enseignants sont ceux qui bénéficient le plus du dispositif d'heures supplémentaires. Ils vont y perdre. Ils vont beaucoup y perdre. Ça représente de l'ordre de 10% de leur rémunération en complément, en moyenne. Ils le savaient, c'est considérable. Ça veut dire que vous allez baisser le pouvoir d'achat des enseignants. Deuxièmement, la décision qui consiste à dire qu'on veut dans notre pays plus de fonctionnaires, mais qu'on assume qu'ils soient moins bien payés. C'est-à-dire la paupérisation. Ça veut dire le gel des salaires. Ça veut dire qu'au total, nos enseignants, alors qu'au contraire, nous pensons qu'il faut moins de fonctionnaires, mieux formés, mieux rémunérés, mieux valorisés, nous allons assister à nouveau à une paupérisation de la fonction publique. Et dans un pays qui veut investir dans son école, c'est totalement paradoxal. C'est à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. En tout cas, donc la priorité sera donnée. Il y aura un problème, c'est pour trouver ces fameux professeurs, parce qu'il y a la crise des vocations, il n'y en a pas assez. Et donc, en réalité, il se pose même la question de savoir où ils vont les trouver, ces 60 000 postes. J'avais d'ailleurs posé la question à Vincent Peillon qui ne m'a jamais répondu, puisque en gros, vous avez 40 000 candidats au concours chaque année et nous recrutions environ 17 000 professeurs par an, c'est-à-dire un peu moins de 2,5 à 1 sur 2,5 ou 1 sur 3, selon les disciplines. Si le gouvernement actuel remplace 100% des départs en retraite et si en plus il recrute 60 000 fonctionnaires supplémentaires, ça veut dire qu'il faudrait recruter 100% des candidats chaque année. Elle est là, l'école de la République, celle qui sélectionne les meilleurs, celle qui valorise le travail et celle qui fait en sorte que les enseignants soient bien sélectionnés, bien formés pour être le plus performant possible. Je ne crois pas. Alors, Luc Châtel, évidemment, vous êtes pas seulement ancien ministre de l'Éducation nationale, mais une des personnalités de l'UMP où c'est parti.
c'est parti trop vite la bataille, c'est parti trop durement cette bataille où on dresse l'inventaire de la campagne de Nicolas Sarkozy, où on se propose comme candidat, j'ai envie de dire à droite à gauche, non, mais enfin à l'intérieur même de l'UMP, il y a des personnalités très fortes qui y vont. Alain Juppé qui propose sa solution consensuelle, certains disant il faut l'examiner, pourquoi pas. Quel est votre sentiment là-dessus? Mon sentiment, c'est que 5 ans, c'est long et qu'il faut ménager sa monture. Voilà. Nous avons perdu. Donc notre rôle dans l'opposition, c'est d'abord d'analyser cette défaite, savoir pourquoi nous n'avons pas été capables de séduire les Français, de les conquérir dans notre discours. Donc on peut faire un inventaire du sarkozysme. Non, mais pas un on a le droit, inventaire, c'est pas tabou. Non, on a le droit de se poser les bonnes questions. On n'est pas obligé non plus de se tirer des balles dans le pied sur des mesures que nous avons prises. Et ça fait toujours bizarre de voir ceux qui n'ont pas toujours forcément soutenu, avoir raccourci l'ancien gouvernement, être les premiers à évoquer le droit d'inventaire. Le sujet, ce n'est pas le droit d'inventaire. Le sujet, c'est savoir comment on reconstruit une opposition constructive et surtout un projet de société qui séduit les Français. Aujourd'hui, si vous voulez, l'UMP n'a jamais été dans l'opposition. Donc nous avons à inventer un positionnement en se disant, finalement, nous avons 5 ans pour être le grand parti de centre-droit dans un grand pays développé au début du XXIe siècle. C'est quoi? Quelles sont les grandes idées fortes? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat de fond, le débat d'idées. Comment, progressivement, en 5 années, on va montrer que nous serons capables à nouveau, à l'avenir, de gouverner le pays. Donc, pas de question de personnes, elles sont accessoires. Donc, Jean-François Copé et François Fillon, c'est pas la peine de s'en soucier, il n'y a pas de différence. Alors, je me souviens que vous étiez dans les... Il ne faut pas être hypocrite. Si vous voulez, la politique, c'est aussi, après le débat d'idées, à mon avis, le débat d'idées doit être le premier. Mais ensuite, c'est aussi le choix des hommes, des personnes. C'est quel choix pour vous? Parce que je me souviens que vous étiez avec les mousquetaires, avec Jean-François Copé. Vous êtes toujours à ses côtés? Non, mais moi, je suis un ami de Jean-François Copé, tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc, vous le soutiendrez pour la bataille? La question n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir à quel moment on fait les choix des hommes. Et ce que je redoute, c'est que ce qui se prépare pour l'élection présidentielle soit confondu avec le choix de notre candidat à la présidentielle de 2017. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, les sympathisants de droite, les Français, ce qu'ils veulent, c'est qu'on refonde l'UMP, on reconstruise notre discours. C'est qu'on travaille, c'est qu'on apprenne ce métier d'opposition. Il a eu tort de se présenter comme... il aurait dû laisser Jean-François Copé continuer à diriger l'UMP et se préparer pour la présidentielle, enfin pour la primaire de 2017. Ce que je ne souhaite pas, c'est que cette élection à la présidence de l'UMP soit assimilée au premier round de la sélection du candidat pour 2017. Mais vous allez avoir à vous déterminer. C'est pas le sujet. D'accord, mais enfin, alors quoi? C'est Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé? On verra. D'abord, aujourd'hui, il y a un candidat. Il y a François Fillon. Moi, j'ai été son ministre. Je suis très loyal vis-à-vis de François Fillon. Simplement, voyons ce que François va proposer sur le fond, et puis voyons quels vont être les autres candidats. Vous avez rappelé l'amitié qui me lie à Jean-François Copé. Oui, elle est très claire, elle est ancienne. Donc vous le soutiendriez? Donc nous allons voir. D'abord, Jean-François n'est pas candidat. Donc je vais pas... attendez, vous avez dit quoi? Il ne faut pas être hypocrite. Non, il ne faut pas être hypocrite. Et ne pas être hypocrite, c'est regarder quelles sont les forces en présence, qui a envie de s'investir dans l'UMP, et quelles sont les différentes sensibilités qui vont pouvoir s'exprimer. Quelle différence vous voyez? Moi, ce qui m'intéresse, quelle différence vous voyez entre eux, par exemple? C'est à eux, quand ils seront tous les deux candidats, nous verrons quel projet de société ils veulent présenter aux adhérents de l'UMP. Et puis on verra si toutes les sensibilités sont bien représentées. C'est ça le sujet aussi. Et vous voulez représenter la sensibilité plutôt libérale? Non, moi j'appartiens à une sensibilité des indépendants, de ceux qui, depuis des années, militent pour plus d'Europe, pour plus de décentralisation, pour plus de responsabilité, pour plus de liberté. Voilà. Donc ne pas aller trop du côté du Front National, ne pas aller trop sur ces thèmes, c'est votre tasse de thé, ça? Je dirais que ça, c'est un sujet indépendant. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que nous n'avons pas, nous pouvons parler aux électeurs du Front National, mais pas d'alliance avec le Front National. Moi, je m'inscris totalement dans la stratégie qui a été défendue par Jean-François Copé tout au long de la campagne et qu'il a réaffirmé récemment. Il n'y a pas de sujet par rapport à cela. Dans la question de savoir comment on fait vivre le débat d'idées au sein de notre famille politique. Donc c'est vrai qu'avec un certain nombre d'amis députés, nous réfléchissons à cela. Mais c'est pas une écurie, c'est pas vous voulez la faire sélection. Un mouvement à l'intérieur de l'UMP? Nous verrons. L'UMP souhaite s'organiser en sensibilité. C'est une bonne chose, parce que je pense qu'il faut que le débat de fond s'exprime. Donc nous verrons de quelle manière on peut défendre une contribution et avec qui au moment de l'élection du président de l'UMP à l'automne. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est de réfléchir comment on peut apporter une contribution à la reconstruction de notre discours idéologique. Comment on s'adresse aux Français? Quels sont les sujets qui les intéressent? Pourquoi ils ne nous ont pas fait confiance? Quels sont les sujets sur lesquels on est décalé par rapport à la société française? Quelles solutions on a pour l'avenir? C'est ça qui est important et c'est comme ça qu'on pourra reconquérir les Français progressivement. Merci Luc Châtel. Merci à vous. Merci.